« 35, 38 et même 40 degrés. La canicule s'est installée lundi sur la majeure partie du pays avec un pic attendu demain et vendredi. Météo France prévoit que jeudi sera le jour le plus chaud au niveau national, mais des températures extrêmes sont attendues vendredi sur les régions du Languedoc et de la Provence. Et désormais, ce sont 65 départements qui sont placés en vigilance orange. Il s'agit d'un épisode exceptionnel de par sa précocité, mais aussi son intensité. Des températures équivalentes n'ayant pas été enregistrées depuis 1947. Cette vague de chaleur mène notre corps à rude épreuve, particulièrement celui des enfants et des personnes âgées. Alors quels sont les effets de la chaleur sur l'organisme? Comment se protéger? Les hôpitaux sont-ils prêts à affronter la canicule? C'est ce qu'on va voir avec nos trois experts. Le professeur Françoise Forette, gériatre. Bonjour Françoise. Bonjour Marina. Frédéric Valtou, qui est président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Mathias Vargon, chef de service des urgences de l'hôpital de La Fontaine. C'est à Saint-Denis, près de Paris. Bonjour. Bonjour. On attend donc toutes vos questions au 41 555 sur allodocteur.fr, France TV et hashtag santé F5. Alors on a tous en mémoire la canicule de 2003 qui a fait près de 20 000 décès. Regardez ces images de l'époque. L'urgentiste Patrick Pelloux, qui travaillait à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, s'alarmait du nombre de décès en août 2003 aux urgences. Début août 2003, premier coup de chauffe aux urgences. La canicule fait de nombreuses victimes, essentiellement des personnes âgées. Les médecins urgentistes tirent la sonnette d'alarme, parmi eux le docteur Patrick Pelloux qui affirme qu'en 4 jours, sur la région parisienne, une 50aine de morts sont directement dues à la chaleur. Les chiffres, j'en suis sûr, parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est pas des gens qui sont sur un bureau avenue de Ségur avec une salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce qui se passe. Le personnel fait son maximum. Les malades décèdent, c'est une réalité. Alors, avant qu'on vous fasse réagir, Frédéric Valtou, sur la situation dans les hôpitaux, on a cette question de Béatrice. Est-ce que le gouvernement, les médias et les institutions n'en font-ils pas un peu trop par peur de la crise de 2003 ? Moi, je dirais non. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est la prévention qui marche, là. Et on sait très bien que les gens, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et que la répétition, c'est l'âme de l'enseignement. Moi, je pense qu'il ne faut pas affoler les gens, mais le dire et dire ce qu'il faut faire me paraît bien. Alors sur le terrain, les soignants sont aussi inquiets. On a recueilli leurs témoignages un petit peu partout en France. Je vous propose de regarder ce sujet de Adèle Lecanu, Yann Dimeglio et Carole Sobotka. On est déjà sur des situations très tendues. Les lits d'aval, il n'y a eu aucun lit débloqué, ça on le sait pour l'instant. Du renfort de personnel, il n'y a rien eu. Donc s'il y a un événement de grandeur ou d'ampleur identique à celle de 2003, on va dans la catastrophe. On a des ventilateurs qui sont déployés dans les chambres, des petits ventilateurs avec une bouteille d'eau gelée devant. Ça, c'est la façon dont on traite la canicule aujourd'hui à l'hôpital de Vichy. Une climatisation qui est installée dans le service d'urgence, mais qui ne fonctionne pas du tout. Chez nous, c'est des verrières au-dessus des urgences. Donc évidemment, par une chaleur pareille, c'est compliqué. Donc en gros, notre plan canicule, ça revient pour l'instant à mettre des draps sur des verrières. Ça paraît rien, mais ça fait baisser la température dans les urgences, parce que chez nous, c'est pas climatisé. Donc, c'est vrai que quand les gens viennent de l'extérieur, finalement, souvent, il fait plus chaud aux urgences qu'à l'extérieur. C'est des restrictions budgétaires. Elles étaient déjà présentes en 2003 et elles sont de plus en plus importantes. Et on manque de personnel, on manque de matériel. Malgré tout ce qui s'est passé en 2003, en fait, on revient en arrière. Alors Frédéric Valtou, est-ce que la situation est la même entre 2003 et maintenant? Est-ce que les soignants sont préparés de la même façon? Et est-ce que ça va bien se passer? Par rapport à la canicule elle-même, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande différence et qu'il y a beaucoup d'enseignements de ce qui s'est passé en 2003 qui ont été tirés, aussi bien dans les hôpitaux que partout, dans les collectivités locales. Je suis maire par ailleurs, dans les EHPAD, dans les établissements pour personnes âgées. Enfin voilà, toutes les structures qui accueillent ou qui ont la charge de personnes en fragilité, du fait de leur âge ou de leur santé, aujourd'hui, ont quand même tiré les enseignements. Donc on n'est pas, et on le disait à l'instant sur les messages de prévention passés par le gouvernement, on voit bien que même au sommet de l'État, on n'est plus du tout on est beaucoup mieux armé qu'on ne l'était il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que la situation des hôpitaux au sens là global, indépendamment de l'effet canicule, est différente aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. La situation est plus tendue, plus difficile. Pas que du fait des restrictions budgétaires, comme ça avait été dit, c'est un sujet aussi. Mais voilà, il y a une organisation du système de santé qui est quand même
même pèse beaucoup plus sur l'hôpital, et donc sur les soignants à l'hôpital. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on constate de l'afflux aux urgences. Et ça, l'afflux aux urgences, c'est un dysfonctionnement du système global. Voilà. Donc il y a une situation qui est différente, mieux armée vis-à-vis de la canicule, mais sur un terrain qui est différent d'il y a 15 ans. On a entendu l'inquiétude des soignants. Mathias Vargon, donc vous dirigez le service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Comment ça se passe chez vous et comment ça peut se passer en cas d'affluence ? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On a plus d'affluence que d'habitude, mais ça fait au moins 15 jours. Les chiffres en région parisienne montrent que pour l'instant, les maladies liées à la chaleur sont relativement discrètes. C'est-à-dire qu'il y a une petite augmentation, mais ça ne se traduit pas tellement en pratique sur le nombre d'hospitalisations. Maintenant, la situation par rapport à 2003, elle est complètement différente. En 2003, ça s'est passé vers le 10-11 août. Là, on est en mois de juin, donc il n'y a pas de lit fermé en aval. Il y en avait à l'époque. On n'était pas au courant. Moi, j'y étais aux urgences le jour de la canicule, le lundi où ça a explosé. À 9h du matin, je m'attendais à rien. Et donc, ça a explosé à 11h. Là, depuis, en tout cas, à l'hôpital de Saint-Denis, on a des réunions de crise tous les jours depuis lundi. Chaque jour, à midi, il y a une réunion de crise avec un point sur les lits. On a prévu, alors, on a effectivement des problèmes de climatisation en Ile-de-France. Ça ne tient jamais dans ces grands hôpitaux. Mais on a des ventilateurs, on a de l'eau, on a des brumisateurs. On a même prévu une salle pour le personnel, éventuellement en cas de coup de chaleur. Donc, je ne sais pas comment ça va tenir. Et je ne sais pas si ça va tenir. Mais en tout cas, on est armé face à ce qui peut arriver. Après, si on est dépassé, on le sera. Françoise Forret, est-ce que les EHPAD sont armés ou est-ce qu'en cas de déshydratation, forcément, les patients vont se retrouver aux urgences ? Je pense qu'ils sont très bien éduqués maintenant. Les soignants savent absolument ce qu'il faut faire. Il y a maintenant une pièce rafraîchie, c'est obligatoire dans les EHPAD, de telle sorte que les personnes âgées puissent passer 2 ou 3 heures, voire même plus, dans une pièce rafraîchie. Et on sait que quand même, le rafraîchissement, c'est essentiel. Les soignants savent très très bien, d'une part, faire boire les patients très régulièrement. Quand elles ne veulent pas le boire, c'est souvent des très vieilles dames, elles utilisent de l'eau gélifiée, vous savez, comme les gelées anglaises là, qui sont aromatisées, ce qui est mieux accepté. Je pense que tout est mis en place pour que ça marche. Mais ce qui est terrible, c'est le manque de personnel. Parce que quand on leur dit passer toutes les demi-heures pour proposer à boire, il faut qu'il y ait... Et c'est là où, à mon avis, les familles, les bénévoles peuvent suppléer. Mais c'est aussi difficile de faire comprendre ça aux soignants. Mais c'est important. C'est la même situation dans les hôpitaux ? Alors, c'est la même situation dans les hôpitaux. Il y a des préconisations liées au plan canicule qui sont activées maintenant depuis quelques jours, qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas en 2003. Et puis tout à l'heure, Mais juste une question stupide. Par exemple, il y a suffisamment de ventilateurs ou de climatiseurs pour rafraîchir les patients dans les chambres ? Alors, je n'ai pas été... Non, mais est-ce qu'il y a des consignes, mais est-ce qu'on a les moyens de les appliquer ? Je pense que si c'est au niveau du ventilateur et de l'eau, oui. Non, mais là, il semblerait qu'on soit sur un pic de chaleur qui dure quelques jours, qui a démarré hier ou avant-hier, qui va finir ce week-end. Donc, je ne vais pas dire que c'est gérable, mais en tous les cas... Parce que ce que les soignants nous disent dans les témoignages qu'on a vus juste avant, c'est que manifestement, les moyens sont dépassés. Il fait encore trop chaud dans les structures hospitalières. C'est la question des moyens à l'hôpital. C'est la question des locaux hospitaliers. Il y a des hôpitaux très modernes dans lesquels vous avez de la climatisation. Il y en a plus anciens. Voilà. Vous venez tourner dans ma ville à Fontainebleau, vous allez voir des locaux qui sont totalement poussiéreux. Vous revenez dans 9 mois. L'investissement, il sera reconstruit et on sera... la situation sera différente. Donc, on ne peut pas généraliser à partir d'un ou deux... Il y a une mouche, c'est la chaleur qui nous harcèle. On est désolé. Je vois qu'elle est en tout cas le repère qui parle, parce qu'elle est toujours autour de celui qui parle. Elle est très forte, cette mouche. Non, plus sérieusement, il y a aussi, par rapport à la canicule et aux populations fragiles, je parlais tout à l'heure rapidement des mairies, mais nous, depuis lundi, on a activé le plan canicule, et c'est vrai qu'on appelle les gens qui se sont manifestés tous les jours, on veille à leur état pour ceux qui sont à domicile et ça. Donc il y a toute une chaîne d'accompagnement, je ne veux pas dire de prise en charge, mais au moins d'accompagnement de surveillance qui, depuis les services sociaux des mairies jusqu'aux hôpitaux, en passant par les établissements, permet quand même un accompagnement très différent. Ajouter quelque chose ? Oui, le risque, en fait, c'est au bout de quelques jours, notamment chez les personnes âgées qui commencent à fatiguer, parce qu'il n'y a pas que la déshydratation, c'est extrêmement fatigant, c'est les nuits où on ne dort pas. Et le risque, c'est ces personnes âgées qui vont arriver ce week-end. Le week-end, c'est aussi, le vendredi soir, c'est les soirées d'EHPAD aux urgences, où il n'y a pas suffisamment de personnel, et dès qu'il y a un patient qui ne va pas très bien,
Le personnel l'adresse aux urgences, donc on se retrouve. C'est vrai qu'elle Elle aime la télé, cette mouche. Hein. Ouais, on se retrouve avec des patients d'EHPAD. Et le risque, c'est que ce week-end, on ait les patients habituels du vendredi, des EHPAD, qu'on renvoie en général le samedi, le dimanche, et quand on ne peut pas, je vais la rater, le lundi. Eh bien, ça va s'accumuler avec des patients, oui, qui auront un peu souffert de la chaleur. Et ces patients-là, ils vont arriver le week-end. Et le week-end, l'hôpital ne s'est pas encore adapté à un fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, donc, les jours qui viennent, effectivement, vont être lourds parce que les températures nocturnes ne vont pas baisser. Mais pourquoi l'organisme souffre dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Un peu d'explication. Oui, on va vous le montrer grâce à une animation. Quand le thermomètre s'emballe, l'organisme doit travailler beaucoup plus pour réguler sa température et la maintenir à 37 degrés. Le thermostat est situé dans le cerveau. C'est une structure qu'on appelle l'hypothalamus. Dès que la température extérieure dépasse 25 degrés, eh bien, le corps doit évacuer la chaleur. Pour cela, il mène deux actions en parallèle. D'abord, il augmente le débit sanguin, c'est pourquoi le rythme s'accélère et nos vaisseaux sanguins se dilatent. Le cœur bat plus vite sous la peau. Les glandes sudoripares sécrètent de la transpiration, ce liquide qui va rafraîchir notre corps en s'évaporant. Voilà, donc l'organisme se fatigue, c'est valable pour tout le monde, mais il faut être attentif parce que tous les organismes ne réagissent pas de la même façon. Vous nous direz quels signes doivent inquiéter vraiment précisément chez les personnes âgées. Mathias Vargon, de manière générale, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quels sont les signes qui doivent alerter? Le premier signe, c'est quand on n'a plus soif. C'est que ça va pas bien. Alors ça peut être qu'on a trop bu, mais il va falloir aller à l'hôpital. C'est les nausées, c'est un signe. C'est les gens quand on a une fatigue extrême ou quand on a de la température. Ça, ce sont des signes inquiétants. Pour les bébés, c'est la couche qui reste sèche? C'est exactement ça, c'est la bouche sèche et la couche sèche. C'est facile à retenir. J'allais dire que chez les personnes âgées, c'est un peu la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la couche sèche et la bouche sèche, oui, et c'est les yeux cernés. Et puis la somnolence aussi. Oui. Ça se voit moins chez les personnes âgées, mais chez les enfants en bas âge, c'est les yeux cernés, c'est la somnolence, c'est de l'indolence. Oui, effectivement, il va falloir s'inquiéter. Dans ces cas-là, il faut hydrater tout le monde. Ce qu'ont montré les associations, enfin ce qu'ont dit les associations de lutte contre l'hypertension artérielle, le Comité national de lutte contre l'hypertension artérielle, c'est que les patients qui, eux, prennent des médicaments contre la tension, alors c'est les diurétiques, mais ils sont parfois cachés dans d'autres médicaments, ils sont en association avec d'autres médicaments, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Il va falloir retourner voir le médecin parce qu'il va falloir les arrêter, en tout cas pendant la vague de chaleur. Une précision pour Karine qui demande le risque de la canicule pour les épileptiques sous traitement. Il y a un risque particulier? Alors là, vous me posez une colle. C'est pas moi. Moi, je dois avouer que j'ai pas l'impression qu'il y ait un risque particulier. Sinon, c'est toujours le problème des médicaments, c'est-à-dire qu'il faut bien s'hydrater parce qu'on risque le surdosage, en fait. Alors, vous parlez de la tension artérielle. La canicule a-t-elle des conséquences sur l'hypertension, demandait-on? Eh bien, alors, soit si on est déshydraté, on va faire de l'hypotension. On va d'autant plus faire de l'hypotension qu'on continue à prendre les traitements anti-hypertensifs. Et donc, oui, c'est pas la canicule, mais c'est les médicaments plus la déshydratation qui vont... on est content au début puisqu'on a des tensions normales et ça devient contrôlé. Mais en réalité, on est en hypotension et on est déshydraté. Alors, on sait que ces fortes chaleurs sont particulièrement dangereuses chez les tout-petits, chez les gens qui ont des maladies chroniques qui effectivement fatiguent, et puis chez les personnes âgées. Pourquoi c'est particulièrement grave, Françoise? C'est grave parce qu'on a vu tout à l'heure les mécanismes de régulation de ce qu'on appelle la thermolyse pour lutter contre la chaleur. Or, chez les personnes âgées, tous ces mécanismes se détériorent progressivement. On parlait de la soif tout à l'heure. Les personnes âgées, très souvent, n'ont pas soif du tout. Donc, on les force à Déjà, boire. en temps normal, elles n'ont pas soif. Oui, en temps normal, elles n'ont pas soif. Et quand il fait très chaud, elles ne ressentent pas la chaleur de la même façon. Et moi, je me souviens d'une dame qui était, c'est vrai, un petit peu démente, qui sortait avec son manteau de fourrure avec des températures à 32. Elles ne ressentent pas la chaleur. Elles ne transpirent pas suffisamment parce que les glandes sudoripares diminuent avec l'âge. Et en plus, elles sont très, très rapidement épuisées. Et puis, les facultés qu'on a pas de multiplication, mais au niveau de la vasodilatation des petites artères, finalement, ça se fait moins bien aussi chez les personnes âgées, donc on ne peut pas évacuer la chaleur. Donc, elles sont dans une situation où, déjà, physiologiquement, elles ne peuvent pas résister au stress. Alors, il y a la physiologie et puis il y a des risques supplémentaires. Et il y a des risques supplémentaires. Alors, parmi les risques supplémentaires, il y a d'abord le très, très grand âge. Et on a vu qu'après 90 ans, le tribut est très, très lourd. C'est aussi la présence de maladies chroniques.
très souvent les personnes âgées en 3, 4, 5 maladies chroniques. C'est, nous l'avons vu, bien évidemment, les médicaments. Cela dit, je pense qu'il faut dire aux patients de façon générale qu'il ne faut pas arrêter les traitements sans en avoir parlé au médecin praticien. C'est le médecin qui doit le dire. Donc tout ça, ça fait des facteurs qui s'accumulent. Un des pires, probablement, facteurs, c'est l'isolement. Et ça, il faudra, et d'ailleurs ça se fait bien à l'heure actuelle, qu'il y ait une solidarité de voisinage, de telle sorte que les personnes ne restent pas toutes seules chez elles. Il faut éventuellement que les voisins s'en occupent. Et puis les systèmes sociaux. Il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas dans l'immeuble des gens tout seuls âgés. Oui. Sûr. À cela s'ajoutent les troubles de mémoire. Et quand on a des troubles de mémoire, on oublie absolument ce qu'on vous a dit il y a 5 minutes, par exemple de se découvrir, etc. Bon, c'est totalement oublié. Donc elles sont vraiment dans une situation où elles ont tous les risques. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, on a parlé des personnes âgées, on a parlé des gens malades. Il y a une population qu'on oublie fréquemment, c'est les gens qui prennent des neuroleptiques. Et c'est une population qui est particulièrement à risque sur les épisodes de canicule, puisqu'il y a des troubles de la thermorégulation. Donc, c'est une question qu'on a d'Annie. Ma fille de 31 ans est sous neuroleptique, elle ne ressent pas vraiment la chaleur. Exactement. Comment faire ? Et donc, alors comment faire ? La même chose qu'avec les personnes âgées, en fait. Il faut qu'ils restent à l'ombre, il faut qu'ils restent au frais. Il faut le savoir, hein, le meilleur traitement de la canicule, c'est rester au frais. C'est-à-dire aller dans les grands magasins, aller dans les salles réfrigérées, aller à la piscine. Dans les musées. Dans les musées, quand ils sont mais c'est aller au supermarché. Mais c'est le meilleur traitement. Et pour les gens qui sont effectivement sous neuroleptiques, on sait qu'il y a des troubles de la thermorégulation. On sait qu'en 2003, ça a été une population, en tout cas dans mon expérience personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, ça a été une population chez qui on a vu apparaître des fièvres, ce qu'on a pris pour des fièvres en amont de l'épisode de canicule. Et donc, oui, c'est des personnes qui doivent faire particulièrement attention et à qui on doit faire particulièrement attention. D'accord. Et Marguerite nous demande si ce sont les antidépresseurs qui rendent la chaleur si difficile à supporter. Pareil, ça lui donne des malaises. C'est encore une colle, mais il y a certains antidépresseurs qui, effectivement... Alors, on a beaucoup changé les classes d'antidépresseurs, donc on a des antidépresseurs qui ont moins d'effets secondaires qu'auparavant. Donc on est un peu plus à l'aise là-dessus. Après, les gens qui prennent des antidépresseurs ont aussi parfois des problèmes de poids qui peuvent rendre aussi la chaleur plus difficile à supporter. Encore une fois, les conseils, ils valent pour tout le monde. Ils valent pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les gens qui prennent des médicaments, mais ils valent aussi pour les gens qui sortent et qui vont aller faire un jogging. Donc le conseil, c'est la première chose. Alors il y a des gens chez qui il va falloir pallier ce problème-là, mais le premier conseil, c'est le bon sens quand même. Éviter la chaleur. C'est quelque chose à rappeler. C'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on ne peut pas faire de malaise, qu'on ne peut pas faire d'accident, qu'on ne peut pas faire d'hyperthermie. Donc c'est tout le monde qui doit être concerné. François demande si les maladies cardiovasculaires peuvent-elles être aggravées par la canicule. Absolument. Absolument. Un des dangers de la canicule, en dehors des grandes complications que sont le coup de chaleur et la déshydratation, c'est le fait que certaines maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, vont finalement s'aggraver de façon considérable. Donc oui, la chaleur, c'est extrêmement dangereux en cas de maladie cardiovasculaire. Et là, il vaut mieux consulter son médecin. Surtout pas aller aux urgences, ça ne sert à rien. Mais il faut que le médecin vienne voir la patiente ou qu'on amène la patiente chez le médecin et qui peut rectifier les traitements, en ajouter, en retirer surtout. Il y a une population dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les femmes enceintes. C'est une question qui nous est posée. Quelles précautions pour les femmes enceintes, notamment au 3e trimestre ? Les mêmes que pour les autres patients, c'est-à-dire rester au frais. C'est la première précaution. Il faut s'hydrater correctement. Éviter trop d'efforts. Éviter les efforts, éviter de sortir en pleine journée. C'est les mêmes conseils de bon sens finalement que pour tout le monde. C'est pas la peine d'avoir des conseils par classe particulière. Non, Alors, non. on a des patients âgés ou des patients qui prennent des médicaments. Pour tout le monde, c'est vrai, mais oui. pour tout le monde, c'est la Absolument. même chose. Nous, aux urgences, il y a un dernier conseil, c'est boire de l'eau. C'est surtout ne pas s'alcooliser. On va en parler, effectivement. Et pas de boissons sucrées non plus. D'accord. Voilà. Évidemment. Voilà. Et Mathilde demande quels sont les risques du sport en période de canicule, y compris en salle non climatisée. Dans quel cas faut-il y renoncer ? Dans tous les cas. Oui. C'est le bon sens. Non, mais Oui, quand on fait du sport, on a sa température corporelle qui augmente, on se déshydrate, c'est tout le monde, et d'ailleurs souvent c'est fait pour ça. Donc aller dans une salle non climatisée ou en plein soleil pour se déshydrater encore plus et pour monter sa température corporelle,
voire avoir une insolation en plus et attraper des coups de soleil. Enfin, il faut être raisonnable. C'est-à-dire, le sport, en ce moment, on n'en fait pas. Et pour ceux qui font du running, je suis désolé, mais il fait 22, 23, 24 la nuit. Ça commence déjà à être un effort qui est important. Pour ceux qui font du running, du marathon, des choses comme ça, tout le monde sait que 24, 25, c'est déjà très chaud. Donc, ils attendent les jours prochains où il fera 18, et à 18, on peut faire du sport. Certes, la nuit. C'est encore plus vrai pour les personnes âgées qui font du sport. Parce qu'il y en a... Et Dieu sait qu'on recommande l'activité physique. On le dit, on le rabâche. Et on a raison. Là, il faut arrêter, absolument. Alors tout le monde ne boit pas de l'eau, il y a des bébés qui boivent du lait. J'allaite mon fils, Christelle, en tout cas ils ne boivent pas d'alcool, on est certain. Christelle, j'allaite mon fils de 6 semaines, dois-je lui proposer le sein plus souvent ou un biberon d'eau ? Après, déjà, pour pouvoir proposer le sein, il faut pouvoir être hydraté soi-même correctement. Donc tout est possible en fait. S'il boit que au sein, il faut lui proposer le sein. S'il boit l'eau, il faut lui proposer. Il faut être... Encore une fois, de bon sens. Le bon sens, c'est la première chose. On doit retrouver de toute façon le bon sens. Donc, pas s'affoler pour rien, mais il y a le médecin. S'il n'y a pas le médecin, il y a le centre 15, donc faire le 15, où on aura un médecin au téléphone. Et je le rappelle, le 15, ça n'est pas que le SAMU, que les ambulances du SAMU qui vont venir chez vous. C'est aussi des médecins généralistes qui font la permanence de soins et qui, eux, décideront des meilleurs secours à vous envoyer, voire des simples conseils. Mais, sauf en cas grave, et même en cas grave, de toute façon, on n'y va pas directement, ne pas aller aux urgences, où si nos urgences sont souvent climatisées, les salles d'attente le sont souvent moins, il va y avoir de l'attente, et les patients les moins graves, ce sont ceux qui vont se déshydrater en salle d'attente. Donc, n'hésitez pas à faire le 15, à appeler votre médecin traitant. Pour l'instant, on a, entre guillemets, cette chance-là, que cette canicule est très en avance par rapport à d'habitude, donc tout le monde est encore là, il n'y a pas de médecin en vacances, il n'y a pas de lit fermé, donc profitons-en. Profitons-en. Et puis, il y a surtout suffisamment d'endroits frais dans les grandes villes pour ne pas aller s'installer dans les urgences uniquement parce que c'est climatisé. Mais les grands magasins, sinon, c'est très bien. Ils ne vont pas s'en sortir, les urgences. Allez au supermarché, allez dans les grands magasins. Allez au cinéma aussi. Ah, c'est les soldes. Très bien. C'est les soldes aujourd'hui. Allez dans les musées, c'est Oui, au cinéma. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la suite de l'été ? Parce que si ça se trouve, c'est la première canicule, il y en aura peut-être d'autres, ou peut-être que ça va durer plus longtemps. Rien ne dit que c'est une canicule, peut-être parmi d'autres. Alors, est-ce qu'on est prêt ? Si la canicule dure, comme on disait, plusieurs semaines, et si elle intervient entre le 20 juillet et le 20 août, là, on est dans une période où là, il y aura des vacances, aussi bien chez les médecins de ville que dans les hôpitaux. Et donc, on va ajouter les difficultés aux difficultés. Je ne dis pas qu'on revivrait 2003 parce que la prévention n'est pas du tout la même et la préparation des équipes n'est pas la même, mais on aurait inévitablement une situation qui pourrait être tendue aux urgences. Maintenant, il ne faut pas jouer les futurologues, mais... On ne peut pas dans ce cas faire appel sur le bénévolat, bien sûr, sur la bonne volonté, en tout cas, aux médecins retraités, par exemple. Il faudrait déjà, et moi je pense que... Non, mais ça, médecins et infirmières et aides-soignants. Retraités. Non, mais là où on a des endroits où on est déjà en tension aujourd'hui, il y a des endroits aujourd'hui dans le territoire français où on est déjà en extrême tension, alors qu'on est une période où normalement tout le monde travaille. Et donc, on peut s'attendre à des situations encore plus critiques en période estivale. Il faudrait anticiper. Et puis, il faudrait qu'à ce moment-là, c'est le boulot des agences régionales de santé de mettre tout le monde autour de la table, mais aussi le monde libéral pour essayer de voir comment on assure la permanence des soins entre le 20 juillet et le 20 août, de manière à ce que tout le monde ne prenne pas ses vacances en même temps, que tous les cabinets de ville ne ferment pas en même temps, etc. Mais ça, c'est pas encore fait. Écoutez, Madame la ministre Agnès Buzyn essaye de le faire, mais pour l'instant, elle ne réunit que les hospitaliers entre eux. Donc, les hospitaliers entre eux pour organiser les vacances, c'est bien. Ça ne fait pas toute la médecine française. Le problème, le sujet quand même aujourd'hui, un des sujets des urgences, et de l'afflux aux urgences, c'est bien la crise de la médecine de ville. Et inévitablement, si on met que la moitié des professionnels autour de la table, on n'a qu'une moitié de réponse. Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Valtou. La crise de la médecine de ville, c'est une chose, et c'est vrai que... mais en réalité, les patients qui viennent aux urgences, ces patients-là qui dépendent de la ville, franchement et purement, c'est 20%. En gros, 20-25% au maximum. Donc ça en laisse 75% à nous, notamment en cas de canicule. Ceux qui arriveront seront des patients pour les urgences. Le problème, c'est qu'actuellement, on est déjà en manque de lits, on est déjà tendu au niveau du personnel, que tous les étés, on a de moins en moins de monde, que même pour l'intérim, ça devient de plus en plus difficile, que si on interdit au personnel de partir en vacances, soit on aura des burn-out, soit on aura des démissions.
Et donc, c'est pas du tout la solution. Donc, Et rouvrir des lits en urgence, les lits d'aval, c'est une solution. le problème, c'est pas les lits. Non, c'est il y a les 20 ans. C'est qui va s'occuper de ces patients? Voilà, il y a 20 ans, quand on fermait des lits, on avait quand même du personnel dans les hôpitaux. Moi, j'aimais beaucoup quand on fermait des lits. Je disais, quand j'ai des lits fermés, c'est super, j'ai des lits qu'on peut rouvrir. Actuellement, le problème, c'est pas de fermer des lits, c'est de pouvoir les tenir. Et l'été, on ferme des lits. Alors, parfois, on ferme les lits pour faire les travaux et on en profite, mais souvent, on ferme des lits parce que le personnel a besoin de partir en vacances. Et les médecins, les infirmières, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin d'une vie de famille et ils ont besoin de partir en vacances. C'est sûr qu'on peut difficilement leur en demander plus. Il faut quand même rappeler 2 chiffres. Hein. Il y a à peu près un quart des postes de praticiens hospitaliers, là on ne parle que des médecins, qui sont vacants à l'hôpital. Et dans toutes les régions de France, Île-de-France compris, on manque d'urgentistes en plus. Enfin, il manque 100 urgentistes dans les Hauts-de-France, par exemple. Il en manque 60 en Bretagne. Donc déjà, les postes ne sont pas pourvus. On va continuer à répondre à toutes les questions, parce qu'on a vraiment beaucoup. On a évoqué la fragilité des personnes âgées, des enfants, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont malades et soignés chez eux. Oui, autour d'une opération ou à cause d'une maladie chronique, pour les chimiothérapies, les services de soins à domicile redoublent de vigilance depuis lundi. Regardez ce reportage de Géraldine Zamanski, Clément Chapia et François Rochelle. Bonjour. Des soins très complexes peuvent aujourd'hui être réalisés au domicile de patients très fragiles. En temps normal, rester chez soi apporte des bénéfices importants en réduisant par exemple les risques d'infection, mais en pleine canicule, certaines habitations peuvent devenir dangereuses. Alors la vigilance est maximale dans ce service qui coordonne la prise en charge de plus de 500 personnes. On prend en charge des personnes âgées, si je puis dire aussi en fin de vie, qui vont pas pouvoir boire seules. Mais aussi des patients en insuffisance respiratoire, des patients aussi sous chimiothérapie qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Il peut y avoir les traitements qui vont être réévalués par le médecin traitant en fonction de la chaleur et de l'état général du patient. Et donc ça peut aussi aller jusqu'à la réhospitalisation à l'hôpital pour ces patients qui seraient trop fragilisés par la chaleur. Les infirmières de l'équipe, comme Marie-Laurence Baudet, sont en première ligne pour signaler une montée inquiétante de la température chez un patient. La surveillance est renforcée parce que c'est quand même, il n'y a pas une présence médicale H24 comme à l'hôpital. Il y a des patients très fragiles, donc effectivement c'est une surveillance plus accrue. La première patiente de la journée est valide, mais à l'étage, la canicule se fait déjà sentir. Il fait vraiment chaud dans votre chambre. Une chaleur qui pourrait altérer l'évolution des plaies de Martine. Elle souffre depuis des années de 2 ulcères autour de la cheville droite. Les patients ont des problèmes circulatoires. Donc avec la chaleur, la circulation se fait plus difficilement, ils ont plus d'œdème. En plus, c'est des plaies qui sont enfermées, avec beaucoup de bandes. Donc ça a tendance à macérer. Donc chez certains patients, on peut avoir une dégradation de la cicatrisation. Heureusement, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas de Martine. La difficulté, c'est que les bandes de contention qui peuvent entraîner une macération sont essentielles pour stimuler la circulation et la cicatrisation. Contrairement à certains patients qui les retirent, Martine les supporte stoïquement. Elle ne veut surtout pas revenir en arrière. C'était une plaie qui était profonde, qui était infectée. Et lorsque je suis arrivée à Saint-Joseph, j'ai été prise en charge. Ils m'ont parlé d'amputation. Donc ça m'a fait un peu peur et là, il ne faudrait pas que je fasse d'imprudence et que la canicule, ça aggrave les choses parce que repartir à la case départ, non, c'est pas mon truc. Martine donnera elle-même l'alerte si elle sent la moindre douleur anormale. Elle a le numéro de Marie-Laurence qui file au chevet du patient suivant. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ce suivi des patients directement à domicile ? Je pense qu'ils sont quand même mieux à domicile qu'à l'hôpital, très certainement. Mais si c'est pas climatisé chez eux, s'il n'y a pas de moyen de rafraîchir un petit peu l'appartement ou la maison, ils sont pas confortables, c'est difficile. Mais je pense que c'est quand même une meilleure solution. Le meilleur conseil pour supporter les fortes chaleurs, c'est d'essayer de rafraîchir son logement. Oui, et Camille Leclerc et Marika Julien sont allés à Nemours, chez une jeune maman très efficace. Regardez ses bons trucs et ses conseils. 3e jour de canicule à Nemours, soleil de plomb, temps sec, le thermomètre affiche 32 degrés. Volets et fenêtres fermées pour se mettre à l'abri de la chaleur, Marie-Annick plonge sa maison dans l'obscurité. Ce rideau occultant empêche la réverbération des rayons du soleil, mais l'an passé, cette mère de famille avait une autre technique.
Avant, on avait un double rideau normal et on mettait une couverture de survie. Et on met le côté argenté côté extérieur et le côté doré à l'intérieur de la maison. Et on l'accroche du coup sur notre rideau. On avait essayé l'année dernière d'humidifier, ça a décoloré un peu le rideau et on a trouvé qu'il faisait un peu plus lourd. En fait, c'était moite. Et du coup, on n'a pas recommencé, on a mis ce rideau-là et du coup, on n'a pas remis de couverture parce que ça suffit. Avec 2 enfants en bas âge, maintenir la fraîcheur est sa priorité. Marie-Annick est donc équipée de 4 ventilateurs. On a plusieurs ventilateurs et on a la chance d'avoir un climatiseur, même s'il est un petit peu vieux et que là, il a du mal lui aussi à supporter la chaleur. Donc, puis on a des brumisateurs et on essaye de se rafraîchir un petit peu comme on peut. On fait des courants d'air avec on essaye de faire des courants d'air avec les ventilateurs. Et donc là, il y en a un qui est dans la cuisine qui donne sur l'entrée et le deuxième est dans le salon qui donne sur l'entrée pour que ça puisse un petit peu se croiser un moment et qu'on arrive à brasser un petit peu l'air, même s'il n'est pas super frais. Pour renforcer l'effet de la ventilation, Marie-Annick a une autre astuce à moindre coût. Je repasse les sols avec de l'eau froide pour rafraîchir un petit peu la pièce. Comme ça, avec la ventilation, ça remonte un petit peu le frais. Tu te rafraîchis un petit peu ? Ouais. Est-ce que tu veux bien en mettre aussi à ta sœur ? Ouais, parce qu'elle adore. On met à son dos. Ouais, voilà, merci. Maman, elle met bien partout. Oh, regarde, elle aime bien. Ouh, c'est frais. Ça permet de les rafraîchir un petit peu. Avec l'air qui est brassé, du coup, ça fait un petit coup de frais. Et ça leur permet d'être un petit peu plus confortable. Ouais, c'est tout frais. Quelques degrés, ça peut paraître anodin, mais 2 ou 3 degrés, quand il fait vraiment très très chaud comme ça, je trouve que c'est important. Et puis, on reste quand même sur la pièce de vie et que ça évite de passer toute la journée dans la chambre. Et grâce à toutes ces précautions, Marie-Annick réussit à rafraîchir suffisamment sa maison. Voilà, donc là, on peut constater sur le thermomètre qu'il fait 25. C'est une température qui vous convient ? Qui convient, disons que c'est supportable au moins pour les enfants, quoi. Même si Marie-Annick trouve encore la chaleur désagréable, cette température reste plus qu'acceptable pour un début d'été caniculaire, l'idéal étant de ne pas dépasser les 28 degrés. Alors, on va continuer dans les questions. On a parlé évoqué l'alcool tout à l'heure. On va essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas boire d'alcool en ce moment. Il faut boire effectivement, mais pas de l'alcool. Et Victor, par exemple, nous demande si la bière est vraiment conseillée en cas de canicule, en disant que la bière, effectivement, ça hydrate. C'est une provocation. Non, mais ça l'a été. Ça l'a été à un moment. Ça l'a été conseillé. Alors, il y a plusieurs problèmes. La bière en elle-même, en fait, c'est un diurétique. C'est bien connu, donc on en a parlé pour les médicaments tout à l'heure. Donc ça favorise l'émiction. Voilà, ça fait pisser en français pour vos éditeurs. C'est bien. Oui, et clairement ça accélère donc la déshydratation. L'alcool, ça déshydrate en soi-même, en soi. Donc si c'est pas de la bière, si c'est du vin, si c'est du whisky, si c'est autre chose. Donc là, c'est le double effet, quoi. Ça déshydrate également. Par ailleurs, on sait que les patients alcoolisés, ivres, eux vont sortir. Enfin, ils peuvent être plus ou moins conscients et donc ne pas se rendre compte de la chaleur également. Et donc moins boire, moins s'hydrater, rester dans des situations plus chaudes. Et nous, dans nos urgences, lundi, le premier patient qu'on a reçu pour une hyperthermie, c'était quoi ? C'était un patient qui avait trop bu et qui était resté au soleil. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs effets. Inadéquat. Il y a à la fois l'effet pharmacologique de l'alcool, et puis, il y a l'effet comportemental. Donc même bière sans alcool, comme c'est diurétique, vous déconseillez ? La bière sans alcool, sincèrement, il faut boire de l'eau, quoi. C'est plus simple. Et puis, si vous n'arrivez pas à boire, alors on dit qu'il ne faut pas boire sucré, mais vous pouvez boire avec un petit peu de sirop ou quelque chose qui donne un goût, ou de l'eau avec des bulles. Mais c'est de l'eau. Il faut boire de l'eau. Le tabac et le cannabis déshydratent aussi ou pas ? C'est pareil. On va avoir, ça déshydrate pas particulièrement, mais d'abord, on ne va pas conseiller le tabac. On ne va pas conseiller le cannabis, c'est illégal. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de fumer le cannabis. Est-ce que ceux qui consomment ont intérêt à réduire leur consommation justement en période de canicule ? Ils ont intérêt à réduire leur consommation. Et il y a encore une fois, sur le cannabis, les problèmes comportementaux, comme l'alcool. D'accord. C'est exactement la même chose. Après, je ne crois pas qu'il y ait d'études qui montrent que le cannabis déshydrate. D'accord. Est-ce qu'il faut prendre plus de douches ? Et douches chaudes, froides ou température modérée ? Alors, est-ce qu'il faut prendre plus de douches ? C'est toujours la même chose. On se rafraîchit avec les douches. Donc oui, notamment si on est dans une atmosphère chaude, il va falloir prendre des douches. De toute façon, les douches chaudes, ça va être insupportable. Donc oui, on prend une douche quelques degrés en dessous de la température, pas des douches trop froides, notamment chez les personnes âgées, on ne joue pas avec ça.
Notamment si la personne... Parce que là, on va provoquer d'autres problèmes, une vasodilatation quand même. Donc quand la personne va sortir de la douche, elle va faire un malaise, parce que d'un seul coup, il va faire chaud. Elle sera... Choc thermique. Il y aura des chocs thermiques, mais il faut prendre, comme pour les enfants, c'est-à-dire refroidir un petit peu la peau. Après, chez un adulte, il fait ce qu'il veut. Mais oui, la douche, c'est un bon moyen de se rafraîchir si on prend des douches régulièrement dans la journée. Et Lulu demande si les boissons à privilégier, c'est chaud ou froid. On sait que dans les pays très chauds, on boit du thé chaud, en l'occurrence. Ouais. Je crois que ça n'a pas d'importance. Ouais, je dirais à Lulu qu'elle boive. C'est ça, parce que c'est selon le goût des gens. Si les gens préfèrent boire chaud, il ne faut pas les empêcher de boire chaud. Alors, on a un peu défloré le sujet tout à l'heure. Philippe nous demande comment c'est possible de s'intoxiquer à l'eau, puisque vous disiez... Il ne fallait pas trop boire non plus. Exactement, ne pas trop boire. Et bien finalement, ça donne ce qu'on appelle une hyponatrémie. Alors on a une expansion du système extracellulaire, on a des gros édèmes, et quelquefois on n'arrive pas à évacuer cette eau. C'est le sodium qui se dilue dans l'eau, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça peut provoquer des insuffisances cardiaques ou aggraver des insuffisances cardiaques. Et en plus, comme on a un rein qui marche moins bien quand on est souvent une personne âgée, eh ben, c'est très très difficile d'éliminer cette eau qui est une eau en trop. Donc il faut boire normalement 1 litre, 1,5 litre, mais pas trop. Et surtout que si on mange une alimentation avec beaucoup de fruits, de crudités, de légumes, on a quand même déjà aussi des apports hydriques qui existent. Il y a beaucoup d'eau dans l'alimentation. D'autres conseils pour les personnes âgées qui... Oui, pardon, allez-y. Juste l'hyponatrémie, un des signes de gravité, parce que les œdèmes, ils apparaissent quand même pas tout de suite. Un des premiers signes, c'est quand même la nausée. D'accord. Et la céphalie. Absolument. Ça, c'est vraiment des signes auxquels il faut faire attention. Si on est une personne âgée, qu'on boit, et souvent elles boivent beaucoup, elles ne mangent pas. Et en fait, elles ont un apport d'eau sans apport de sel. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est... Alors il ne faut pas boire salé, mais il faut apporter du sel. 2-3 chips. Ouais, manger normalement, du sel, du pain. Mais par contre, si elle commence... Alors il y a un dégoût de l'eau, parce que le corps est bien fait, il y a un dégoût de l'eau. Et s'il y a un dégoût de l'eau, qu'il y a des nausées, qu'il y a des céphalées, il faut faire le 15 et aller aux urgences, parce que là, c'est vraiment qu'on est... Et ça apparaît très très vite, hein, donc il faut vraiment se méfier chez les personnes âgées. On en a, c'est un des marqueurs de la canicule, c'est quand on commence à avoir des hyponatrémies. Donc d'autres conseils pour les personnes âgées qui nous regardent. Vous savez, il y a 3 maîtres mots, d'ailleurs, que répètent les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il faut rafraîchir, il faut éventer, il faut hydrater et il faut nourrir. Alors rafraîchir, on l'a dit plusieurs fois, il faut essayer d'aller dans des endroits frais. Il faut faire attention dans son logement, en particulier, il faut savoir fermer les fenêtres, ce que les personnes ne savent pas. Il faut fermer les fenêtres dans les heures les plus chaudes. Et les rideaux surtout. Oui, mais les fenêtres aussi. Les volets. Oui, les volets, mais les fenêtres, tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Parce que c'est pas la peine de faire venir la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et au contraire, il faut ouvrir la nuit, quand la température diminue, faire des courants d'air si on le peut. Et puis, il faut utiliser ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire des linges mouillés sur la figure, etc. Je me rappelle, j'avais une patiente âgée, elle, qui avait trouvé le truc. Elle prenait une bassine, elle mettait de l'eau fraîche et elle prenait un bain de pied permanent. Et quand elle avait trop chaud, elle prenait de l'eau et elle s'hydratait partout. Ben, elle n'a jamais eu d'ennui, finalement. Oui, et c'est simple. Oui, c'est très très simple. C'est une climatisation qui est pas chère. Mais il faut essayer d'avoir bien évidemment des endroits climatisés. C'est-à-dire les personnes qui peuvent sortir, on le disait tout à l'heure, doivent aller au cinéma, etc. Dans les EHPAD, il y a des pièces rafraîchies, donc tout ça c'est bien. Hydrater, nous l'avons dit, il faut boire, mais pas trop. Mais il faut surtout se nourrir. Hein. C'est absolument capital de se nourrir. Mais et il y a des personnes âgées isolées aussi dans les immeubles. Il ne faut pas oublier. Voilà, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce qui est terrible, et ce qui a été terrible en 2003, parce que personne ne s'y attendait, c'est que les personnes âgées restaient isolées. Et quand elles commencent à devenir malades, qu'elles sont horriblement fatiguées, elles n'appellent plus au secours. Et personne ne s'en rend compte. Et personne ne s'en rend compte. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a trouvées mortes au bout de quelques jours, et personne ne s'en était rendu compte. Donc, il faut apprendre aux personnes âgées elles-mêmes de communiquer avec leurs proches, de téléphoner. Et il faut que les proches téléphonent tous les jours. Les gardiens d'immeubles, les mairies, etc. Alors ensuite, les gardiens d'immeubles sont irremplaçables. Moi, je suis désespérée à l'idée que tous les gardiens d'immeubles disparaissent, parce qu'ils ont un rôle auprès des personnes âgées qui est un rôle capital. Les mairies viennent vous voir, mais pour ça, il faut s'inscrire. Et les personnes âgées sont réticentes sur le fait de s'inscrire. Et je me rappelle, il y avait une personne âgée qui avait dit « Mais écoutez,
moi, je boucle ma porte, sécurité. oui, je mets la sécurité, donc je ne vais pas être obligée de me lever pour aller voir la personne, etc. Et la dame de la mairie, la jeune fille qui répondait, disait, mais vous inquiétez pas, à ce moment-là, un pompier va fracturer votre porte. Elle a dit, écoutez, jamais. Mais justement, est-ce que les municipalités recensent aussi les personnes âgées dans les villes et qui ne se sont pas signalées, justement? Comme ça vient d'être dit, effectivement, il faut que les personnes s'inscrivent. Oui. Et donc, une fois qu'elles sont inscrites, on les appelle. Oui. Ce qui peut paraître aussi parfois contraignant, et on a déjà eu, depuis le début de la semaine, des personnes à qui on téléphone, mais qui trouvent qu'effectivement, c'est un peu intrusif. C'est intrusif. Et il faut savoir qu'au 4e appel dans la journée sans réponse, effectivement, on envoie la police municipale, voire les pompiers. Parce que derrière, il faut s'assurer que la personne... donc c'est vrai que, sans aller jusqu'à défoncer la porte systématiquement, mais ça peut surprendre effectivement de voir arriver la police municipale ou les pompiers en cas de... Mais sinon, c'est malgré tout une surveillance. Ce que je note quand même, c'est qu'il y a plus de personnes que les autres années qui donnent leur téléphone, qui nous appellent pour se signaler. La crainte toujours, on le disait, on est au mois de juin. Dans un mois et demi, on sera au cœur de l'été. Là, les voisins partent en vacances. Les personnes qui restent seules sont parfois plus seules dans leur cage d'escalier ou dans leur voisinage. C'est dans ces moments-là que ça devient sensible. Oui, mais c'est là où il faut compter quand même sur la solidarité de voisinage. C'est très très important. Si vos voisins ne sont pas sur la plage. C'est mieux fait dans d'autres pays, oui. Mais enfin, c'est peut-être l'immeuble en face, c'est peut-être le jeune étudiant qui est là, etc. Et les voisins, les proches. Les voisins, les proches, il faut que tout le monde se sente responsable de ça. C'est pour ça que je pense que la publicité qui est faite sur la canicule est bonne, même si on en a effectivement un petit peu. Peut-être qu'on s'apercevra que cet épisode du mois de juin va nous aider dans quelques semaines, parce que ça aura été une première alerte qui rappellera aux bons gestes et aux bons réflexes. Absolument. Si jamais on doit aller vers une autre canicule. Et est-ce qu'avec toutes ces mesures de prévention, on peut éviter les complications graves dont on a déjà parlé? Parce qu'il y a effectivement il y a la déshydratation, il y a les risques mortels, mais il y a aussi une perte d'autonomie qui peut survenir avec des épisodes de canicule. Il y a deux grandes complications que le coup de chaleur et la déshydratation. Là, ce sont les urgences. C'est la seule raison d'aller aux urgences quand ça arrive. Mais c'est vrai que, d'une part, les personnes qui ont déjà un état de santé extrêmement précaire, ces personnes dont on dit elles sont un petit peu sur un fil. Bon, il y a beaucoup d'entre elles, certainement, qui vont décéder parce que l'organisme n'attend que ça, c'est-à-dire un stress extérieur. Alors c'est souvent la grippe l'hiver et ça peut être la canicule l'été, ce qui fait qu'on n'évitera pas toute la mortalité, toute la surmortalité. Mais grâce aux précautions, je pense qu'on peut éviter quand même la majorité des catastrophes, ce qui est important. Il reste le risque effectivement de perte d'autonomie dans les suites, c'est-à-dire une personne qui était encore autonome, autonomie précaire, aidée mais autonome, qui va devenir dépendante et ça c'est catastrophique pour elle. Mais c'est pour ça que je pense que la solidarité de voisinage, il faut faire vraiment entrer ça dans l'esprit de la majorité de... Actuellement, il y a quand même une prise de conscience, mais enfin, il faut espérer que ça sera suivi des faits, mais c'est un peu l'impression qu'on a quand même dans les... Oui, tout à fait. On reprend sur une question de Christine. Est-ce que c'est une bonne idée de dormir avec un ventilateur et une serviette humide sur le corps? Est-ce qu'on risque pas de tomber malade? Alors, soyons bon sens. Dormir avec un ventilateur, oui, mais c'est toujours... Avec la serviette humide sur le corps. La serviette humide sur le corps, de toute façon, elle va sécher, ça va hydrater le... Vaut mieux mettre une bassine devant le ventilateur. Pour humidifier l'air. Pour humidifier l'air, et puis on peut mettre des glaçons. Et c'est On avait fait ça en 2003 à l'hôpital, où aucun d'entre nous n'était climatisé. On avait mis des bassines de glaçons avec les ventilateurs, et ça permettait d'envoyer de l'air frais. Après, pourquoi dormir avec un linge humide sur le corps? On prend une douche avant d'aller se coucher. Et puis les températures, alors ça dépend des régions, mais les températures sont en train de baisser. Et dans les régions où elles ne baissent pas, c'est quand même, pour la plupart des régions, où on a l'habitude de la chaleur. Jean se réveille trempé le matin à cause de la chaleur. Comment rafraîchir son lit la nuit, s'il vous plaît? Eh bien, on vient de le dire, il met un ventilateur. Ça va rafraîchir. Il enlève sa couette, il prend une douche avant d'aller se coucher. Et puis, il aère sa maison aussi, parce que dans la journée, on ferme les volets, on ferme les fenêtres, on ferme les rideaux. La nuit, je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, j'ai déjà suffisamment de mal avec la médecine, mais il y a des appartements qui peuvent être traversants, des maisons traversantes, et donc il faut créer un courant d'air dans la maison. Ça va refroidir la maison quand même. Donc évidemment, on ne dort pas en hiver comme en été. Voilà.
Et un témoignage de Guy, aujourd'hui à Dunkerque, ciel gris et 18 degrés, léger vent, quelle chance. Vive les Hauts-de-France, vive les Hauts-de-France. Tous à Dunkerque ce week-end. Voilà, c'est ça. 18 degrés, il faut vouloir. Merci beaucoup pour tous vos conseils, toutes vos demandes. Il y a une plateforme qui a été mise en place. Le numéro doit s'afficher normalement, s'il veut bien s'afficher. Voilà, le 0800 06 66 66. C'est la plateforme téléphonique d'information canicule. Merci beaucoup à tous les trois. Vendredi, on parlera des seniors, encore une fois, sport et seniors. Et demain, on parlera des addicts au porno. Rien à voir, bien évidemment. On se retrouve demain. Quoique, je ne sais pas, mais enfin, à demain. À bientôt. You